Bonjour chers amis, bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je m'en vais vous partager avec vous quelques informations dont j'estime capitales que je dois partager avec vous si vous êtes dans l'optique de préparation de voyage pour un long séjour aux États-Unis. Les informations que j'estime que vous devrez connaître avant de pouvoir quitter votre pays africain pour les États-Unis. Mais pour commencer, j'aimerais vous inviter à souscrire, à partager et à aimer nos vidéos. Le thème aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous quelques informations, il pourrait être 3, 4 ou 5, que j'estime capitales pour moi de partager avec vous. Vous savez, partir de l'Afrique et venir s'installer aux États-Unis, c'est parfois quand on y arrive, c'est tout un nouveau monde, tout est différent, c'est parfois traumatisant, c'est choquant, le choc culturel, ainsi de suite. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois, j'y suis ici depuis 3 ans, je suis Camerounais, je suis là depuis 2016. Quand je suis arrivé, là, le premier obstacle, la première difficulté à laquelle j'estime la capitale, c'était la barrière linguistique qui, quoique je suis Camerounais, mon pays a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et je suis du parti francophone, donc j'ai fait mes études en français. Mais j'ai étudié la langue comme seconde langue de la maternelle en master. Et donc pendant que j'étais au Cameroun, je pouvais suivre les informations en anglais, mais je n'avais jamais pratiqué la langue. Donc je pouvais comprendre le british, mais je ne pouvais pas pratiquer la langue. Je n'avais pas eu l'opportunité de la pratiquer. Donc quand j'arrive aux États-Unis pour la première fois, c'est effectivement là où je suis contraint à la réalité d'apprendre la langue. Partant du Cameroun, durant toute ma procédure, je n'ai pas eu le besoin d'aller prendre des cours particuliers d'anglais. D'après les informations que j'avais ça et là, j'estimais que mon niveau d'anglais était bon. J'estimais que je pouvais arriver sur le terrain et puis facilement prendre le train en marche, ainsi de suite. Même à l'ambassade pour l'interview, je n'ai pas eu besoin de... on m'a parlé en français et tout s'est bien passé. Donc quand j'arrive, c'est l'anglais, la langue qui se trouve être mon premier obstacle. Parce que quand vous arrivez, le premier jour que vous arrivez, la première des choses que vous avez fait, c'est de aller chercher à faire vos papiers et puis peut-être chercher un boulot. Parce que si vous venez pour un long séjour, généralement par le biais de la loterie américaine, même si quelqu'un vous héberge, même si vous avez un sponsor, même si c'est comment, les États-Unis, comme on le dit, c'est un pays à capitalisme outrance. C'est le capitalisme par excellence ici. Donc, quand vous venez, si quelqu'un vous propose de vous recevoir quoi que ce soit, préparez-vous à venir participer d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de là où vous restez, de la maison et autres. Donc, quand vous arrivez, vous devez directement entrer dans le jeu de la vie. Quand moi je suis arrivé, il fallait aller faire ma social security déjà depuis l'aéroport, depuis tout le voyage jusqu'ici. C'était beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se disait. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il fallait passer par le custom service. C'était pas évident de comprendre. C'était beaucoup plus de gestes parce que c'était trop rapide, trop contracté. Et l'accent n'était pas le même, ainsi de suite. Quand j'arrive aussi pour faire les papiers, c'est vrai que je me faisais accompagner, mais j'étais curieux de facilement, ça fait mal tant que grande personne, et puis de dire qu'on se fait de soi-même, de se faire tenir par la main, et puis être senti incapable de communiquer. Vous avez presque un interprète, quoi. Donc, ça dérange. Donc, la première barrière, c'est la langue quand vous arrivez. Vous allez arriver aux États-Unis. L'anglais qui est parlé aux États-Unis n'est pas le british. L'anglais qui est parlé aux États-Unis est parlé par des personnes qui, selon moi, sont paresseuses dans la pratique de la langue. Quand je dis paresseuses, ça veut dire que ces personnes font très peu d'efforts pour pouvoir prononcer toutes les lettres des mots qu'ils prononcent, dont l'accent, la prononciation, ils avalent des lettres. Ces personnes sont des personnes qui ont très peu de patience quand elles communiquent avec vous. Vous trouverez des personnes dans les services publics qui sont patientes, qui vont communiquer avec vous, qui vont chercher à comprendre ce que vous allez dire. Mais la patience en général, ce n'est pas la chose la plus partagée parmi eux quand il s'agit de la communication. Donc, par exemple, je prends un mot, par exemple, vous allez dire en anglais, en british, on va dire, pour dire le centre, on va dire center. Center, mais ici aux États-Unis, ils ne connaissent, tu le dis center en américain,
vulgaire, il ne va pas facilement comprendre. Il va falloir que tu dises ça dans son sens. Son sens c'est center and center. Donc il faut avaler l'outil qui est là. Donc vous arrivez, le premier défi c'est la langue. Vous devez arriver, quand vous arrivez, il y a des écoles, il y a des centres de formation de English as Second Language que vous pouvez aller prendre, c'est gratuit, vous pouvez aller vous inscrire dans les community college ou avec les financial aids, vous pouvez prendre ces cours-là gratuitement. Vous pouvez, bref, vous pouvez pratiquer aussi. Moi particulièrement, je suis allé nulle part. Je ne suis pas allé m'inscrire nulle part. J'ai cherché à beaucoup pratiquer. Ce n'est pas déjà la perfection, ça fait que 3 ans que je suis là. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais je suis là. Je ne suis pas allé dans une école, mais j'ai beaucoup pratiqué. Le conseil que je dis, partez à l'école, allez apprendre la langue, mais aussi chercher à beaucoup pratiquer. Parce que partir à l'école et ne pas pratiquer, c'est comme ce que j'avais appris au Cameroun. J'ai appris la langue, je ne l'ai pas pratiqué. Et quand moi je suis arrivé ici, je cherche à pratiquer. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la langue vous empêchera de faire ce que vous voulez faire aux États-Unis. Si vous ne pouvez pas communiquer, la langue qui est un vecteur, qui est un moyen de communication, est aussi un vecteur culturel. Donc quand vous arrivez aux États-Unis, avec le projet d'y être longtemps, vous devez connaître la langue pour communiquer. Vous devez connaître les vecteurs culturels qui sont derrière. Donc, le premier défi, l'anglais vous surprendra, vous aurez du mal à le comprendre, mais mettez-vous à la tâche pour la langue. Ça, c'est le premier défi. Deuxième, même les anglophones qui arrivent aux États-Unis, les gens qui pratiquent d'autres langues, quand ils arrivent, pour les premiers contacts, ils sont choqués. Parfois, ils peuvent se recadrer, parfois, ils peuvent juste améliorer leur façon de communiquer. Et ça ne veut pas dire que quand ils arrivent, ils parlent mal anglais. Non. Je vous dirais que les Américains parlent mal anglais. La seule chose, c'est qu'il faut vous conformer à leur environnement. C'est-à-dire que, comme vous arrivez chez eux, si vous sollicitez le travail quelque part, vous arrivez avec un anglais trop soutenu, et ainsi de suite. Vous aurez du mal à faire passer votre message. Ils aimeraient que vous dites exactement le message que vous avez, mais en un langage qu'ils peuvent facilement comprendre, qu'il est familier quotidiennement. Donc, il faut se mettre à jour sur ce point-là. La langue, première barrière, premier choc culturel. La deuxième chose, c'est toujours dans le cadre d'un long séjour, il faut envisager de connaître que le système financier américain, je veux dire le système de credit score, par exemple. Parce que quand vous arrivez, c'est un vocabulaire qui apparemment est propre aux États-Unis. Le credit score, quand je suis arrivé en tant que financier, c'est un terme que je connais en français, mais c'était tout nouveau pour moi parce que je sais qu'on utilise dans nos pays, on utilise simplement au niveau des banques et c'est pas le quotidien de tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut s'endetter au niveau des banques au Cameroun, en Afrique par exemple. Mais ici aux États-Unis, chaque individu a la capacité de s'endetter parce que les États-Unis fonctionnent sur la base de l'endettement, sur la base du crédit. Donc quand vous arrivez, vous devez vous faire la violence de connaître comment cette affaire fonctionne. Le credit score, c'est quoi? Le credit score, c'est une institution financière, une institution, pas financière, qui a été créée par un individu. Cette institution, c'est un assemblage d'algorithmes, de formules mathématiques et autres qui permet de calculer la solvabilité de chaque usager de crédit aux États-Unis, la capacité d'endettement et la capacité de remboursement de chaque individu aux États-Unis. Et donc, chaque individu qui utilise le crédit aux États-Unis est évalué par cet organisme qui s'appelle Credit Karma, qui produit le produit qu'on appelle le Credit Score. Donc, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas fonctionner aux États-Unis sans Credit Score. C'est-à-dire que ça doit être votre quotidien. Vous arrivez, vous devez comprendre comment ça fonctionne. On doit vous apprendre que vous devez chercher une carte de crédit, vous devez l'utiliser, vous devez rembourser. Cela vous permet de vous introduire dans le système, ça vous permet de construire un crédit, une capacité, ça vous permet d'avoir un historique d'usage de crédit dans le système. Et sur la base de toutes ces informations, ça vous permet
d'être évalué et on vous attribuera un score qui vous permet désormais d'aller peut-être auprès d'une banque solliciter un crédit pour l'achat, pour un investissement. Et selon que votre crédit score sera bon ou pas, on pourra vous accorder ce crédit-là. Donc, c'est quelque chose qui est important à connaître. Mais cette chose-là a deux alternatives. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Ça, c'est les deux principales. Mais si vous connaissez, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. Soit quand vous ne connaissez pas, c'est dangereux. C'est bien, je suis sûr que je vous en parle, beaucoup d'entre vous en savent déjà. Je vais peut-être un peu amplifier, mais vous pouvez davantage prendre les informations dessus en consultant des experts financiers, en allant sur Google, partout, vous allez trouver plein d'informations. Mais c'est bien de le savoir, le crédit score. Si vous ne le savez pas, c'est mauvais. Maintenant que vous le savez, il faut bien le savoir. Il y a des gens qui sont au courant de ça, ils arrivent, ils tombent dans le piège du système américain. Quand je suis arrivé ici, il y a un dessin animé qui existe sur YouTube, qui existe jusqu'à aujourd'hui, où on vous montre comment des banques se baladent avec des camions d'argent. Ils vont porte après porte pour aller cogner, pour vous demander si vous voulez l'argent. Ils viennent cogner, monsieur, bonjour, you need some money? Si tu as quelques problèmes, ils vont te proposer l'argent. Ils te disent que non, on va te donner ça à moindre coût, l'intérêt. Si tu le payes dans le délai, tu ne vas même pas payer l'intérêt, ainsi de suite. Tu vas prendre. Ça, c'est une image d'un dessin animé. On a fait ça pour, on va dire, français, anglais pour les nuls. Donc, on va dire la finance pour les nuls. On l'a fait ce dessin animé, ça existe sur YouTube. L'image, la philosophie de cette vidéo, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez aux États-Unis et que vous entrez dans le système, vous avez une Social Security Number et que vous avez déjà un crédit, vous avez la possibilité de vous endetter, la capacité d'endettement dans le système. Chaque site internet que vous ouvrez, que vous allez sur des réseaux sociaux, que vous allez même dans les stores, physical stores, que vous allez dans les entreprises, dans les banques, partout où vous pointez, chaque structure a la capacité de vous offrir une ligne d'endettement. Là, vous achetez les chaussures, on vous propose une ligne d'endettement juste pour les chaussures. Là, vous achetez les sous-vêtements, une ligne d'endettement juste pour ça. Là, vous achetez les téléphones. Mon téléphone, je le paie à crédit. On vous propose. Le piège derrière ça, c'est que nous devons connaître notre capacité, notre habilité à gérer cela. Parce que c'est de la finance. Donc, des gens arrivent, dès que vous ouvrez Google, vous avez laissé un sac de problèmes dans vos familles ou en Afrique, on vous sollicite chaque jour parce que vous êtes des hommes aux États-Unis, on vous demande vous ne voulez pas leur dire que la réalité est relative, vous voulez leur dire que je suis arrivé, c'est très bon ici, ainsi de suite. Et puis les gars vous bombardent les problèmes d'argent aussi là-bas. Et puis vous avez un gars qui vous propose une carte de crédit de 1000 euros, 1000 $. Vous prenez, vous partez dans tel site, on vous propose une carte de crédit de telle somme d'argent, vous partez là-bas, vous prenez, vous les collectionnez tout. Et vous prenez cet argent, vous envoyez à vos gens, vous achetez les chaussures, vous habillez, vous enrichissez, vous jouez la grande vie. C'est bon. Maintenant, il faut savoir rembourser cela et dans les délais. Et beaucoup de gens arrivent, ils croient que ils peuvent vous prendre, ils pourront glisser, ils pourront pas payer. Non, c'est fait. Il n'y a qu'un seul, chaque individu, chaque usager n'a qu'un seul Credit Karma account qui est fait sur la base de la Social Security, qui est unique à chaque individu aux États-Unis. Et sur la base de ça, on vous tient, on vous prend. Donc beaucoup de gens arrivent, ils utilisent ça, et puis ils se retrouvent dans les problèmes coincés. Ils sont submergés par des crédits qu'ils ne peuvent pas rembourser. Mais ils doivent aussi leur facture quotidienne qu'ils doivent payer. Et puis ils doivent même se projeter dans les investissements, se rêver quoi, faire des projets, ainsi de suite. Ça devient. Et quand vous perdez dans ce désert, je dis bien désert, imaginez que quelqu'un se perd dans un désert, ce qui est paradoxal. Quand vous perdez dans ce désert qui est le désert financier américain, parce que c'est là, les règles sont connues, c'est posé, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Quand vous perdez, ça devient dangereux. Donc, vous arrivez aux États-Unis, la langue, parce que la langue est la clé à tout. Sans la langue, vous ne pouvez pas vous débrouiller aux États-Unis, vous n'allez pas vous en sortir. Et quand vous avez maîtrisé la langue, vous devez chercher à comprendre le système financier. Donc, les crédits, les cartes de crédit, c'est capital. Si vous comprenez le cas de crédit, vous prenez, vous arrivez, vous voulez peut-être acheter une maison. C'est comme on va faire une autre vidéo à propos des maisons, l'achat de maisons aux États-Unis. Vous voulez peut-être acheter une maison. Votre carte de crédit vous permet d'obtenir, de lever des fonds
d'énormes sommes d'argent à la banque juste pour votre seule capacité d'endettement qui est le crédit score. On ne vous demande pas de donner de l'argent pour ça. Et donc, vous pouvez même avoir de l'argent, mais si vous voulez acheter peut-être, par exemple, un immobilier ou bien un furniture, qu'on appelle un lit par exemple à la maison, ou bien un sofa, ou bien un salon, vous avez de l'argent, vous préférez aller dans un store où on va vous ouvrir une ligne de crédit, on vous donne cette chaise et vous commencez à rembourser, ça vous donne des points dans le système, dans le crédit, dans le score crédit, et puis ça devient ça devient plus en plus important. Donc ça, c'est capital, le crédit score. Il faut le connaître. Nous ferons des vidéos là-dessus davantage pour pouvoir amplifier tous ces éléments-là. Même la langue, on en fera des vidéos pour vous donner les petits secrets, les petits outils capables de vous aider. Le troisième point qui est divisé en deux volets, c'est l'assurance maladie et puis le retirement qui est la retraite aux États-Unis. L'assurance maladie aux États-Unis est en crise, le système sanitaire américain est en crise actuellement d'ailleurs. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire que le gouvernement est déficient. En fait, le gouvernement fédéral est incapable d'offrir une couverture sanitaire à tous les usagers américains, du moins à ceux qui en ont besoin. Et ce n'est pas comme en France ou bien dans d'autres pays où la couverture sanitaire est obligatoire par les autorités, comme en France par exemple, vous avez la couverture sanitaire. C'est pas la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est relatif, c'est optionnel, c'est facultatif, ça dépend de toi. Vous pouvez être éligible pour Obamacare, Medicare. Si vous ne l'êtes pas, vous devez vous souscrire à une police d'assurance au niveau de votre emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, bien si c'est trop cher, vous devez souscrire à une police d'assurance privée, ainsi de suite. Mais de toutes les façons, vous devez avoir une couverture sanitaire aux États-Unis. Que vous soyez seul, que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, vous devez vous offrir une couverture sanitaire. Parce que les charges sanitaires, les dépenses sanitaires sont la principale source d'endettement et la principale source d'appauvrissement aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas compris cela, si vous n'avez pas une assurance, par exemple, et que vous arrivez, vous devez vous rendre pour consulter un médecin parce que vous avez tel ou tel mal, c'est des centaines de dollars, c'est des milliers de dollars, c'est des centaines de milliers de dollars. Je ne vous donne pas le coût d'un accouchement sans assurance. Je ne vous donne pas le coût de traitement d'une angine à la gorge. Je ne vous donne pas le coût du traitement d'un abcès, ainsi de suite. Donc, c'est capital de connaître que vous ne pouvez pas exister aux États-Unis sans assurance maladie. C'est capital. Vous ne pouvez pas simplement vous lever le matin, vous rendre à l'hôpital c'est une erreur à ne pas faire. Vous rendre à l'hôpital sans une couverture sanitaire, mais vous allez vous faire tuer. C'est pour toute votre vie que vous allez rembourser cette facture-là. Parce qu'elle va d'abord arriver, puis ça va venir des pénalités, des intérêts autres. Vous ne pouvez pas. Donc il faut maîtriser, il faut chercher à avoir une assurance maladie. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le plan de retraite. C'est la même chose. Aux États-Unis, la retraite, c'est pas obligatoire. Si tu veux, tu souscris à un plan de social security qui va t'offrir une couverture de retraite, un plan de retraite, ou alors tu souscris à un programme privé où tu obtiens une couverture pour ta retraite, ainsi de suite. Mais ça, c'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi, quand je suis arrivé ici, j'étais choqué. Parce que quand vous arrivez, j'insiste pour le long séjour, les gens peuvent arriver de balade et puis rentrer. Vous devez maîtriser la langue, parce que la langue va vous permettre de communiquer, de dire vos pensées, de vous exprimer, et puis de comprendre ce qui sont en face de vous, de décrypter les situations, de comprendre, ainsi de suite. Vous devez comprendre le système financier parce que vous allez dépenser. Les États-Unis, c'est une société de consommation. Alors, il faut comprendre comment consommer et avec quoi consommer. Vous arrivez, la santé, c'est le système sanitaire aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Il faut le maîtriser. Si vous n'avez pas une assurance, c'est la catastrophe. C'est un crime. C'est un suicide. Et maintenant, il faut maîtriser le plan de retraite. Ça, c'est, je vous donne là des conditions, des informations à connaître avant de venir aux États-Unis. Parce que ça, c'est générique. Ça ne dépend pas de là où vous irez vous installer aux États-Unis. Que vous soyez au nord, au sud, au nord-ouest, peu importe là où vous allez vous trouver, aux États-Unis, vous allez avoir besoin de respecter, de maîtriser ces éléments. Et donc,
J'ai eu une collègue, quand je suis arrivé, j'avais commencé à travailler, je travaillais en journée, puis j'ai eu un premier job juste 2 semaines après mon arrivée pour commencer à payer mes factures. J'ai eu un premier job et puis j'avais une collègue, j'étais overnight, je travaillais la nuit, j'avais une collègue 82 ans, une maman, une grand-mère, mais qui était obligée de travailler pour vivre. Une femme qui avait fondé une famille, qui avait un mari, ainsi de suite, mais dont le mariage était fini, dont les enfants étaient derrière grands, chacun était parti. Elle vivait donc seule, elle avait fait un mortgage, elle avait pris une maison qu'elle continue toujours à payer. Et les inondations de 2016 ont emporté sa maison. Elle n'avait pas d'assurance là-dessus. Sa maison est partie. Et elle s'est retrouvée obligée d'aller vivre dans une église et travailler dans la nuit de 22h à 7h pour pouvoir survivre à 82 ans. Je ne vous demande pas, je ne vais pas vous demander comment est-ce que vous imaginez votre grand-mère ou bien votre grand-père à 82 ans en train d'essayer de faire un travail dans la nuit de 22h à 7h du matin. Mais ici, dans ce pays, c'est possible parce que c'est la facture à payer. Quand vous ne vous êtes pas préparé pour cet âge-là, c'est la facture à payer. Donc, quand vous arrivez, mettez-vous ça dans le cerveau dès le début. Et il faut que ce soit votre cheminement, que ce soit votre itinéraire que vous allez suivre. Donc, ça, c'est les principaux éléments à connaître. Mais au milieu de ça, vous pouvez avoir la formation au collège, la formation quand vous arrivez. Vous aurez peut-être envie d'améliorer votre formation ou bien d'embrasser de nouveaux programmes qui peuvent peut-être être plus porteurs d'emploi, ainsi de suite. Mais il faudra connaître quoi étudier et où aller étudier. Quoi étudier, où étudier et comment financer les études. Voilà, les 3 éléments. Ça dépend, ce n'est pas générique, ça dépend de chaque État maintenant. Les États-Unis, c'est 50 États. Chaque État a sa réalité spécifique. C'est vrai que c'est coiffé toujours par une loi fédérale, mais chaque État a ses propres réalités à l'intérieur qu'il faut maîtriser. Maintenant, on va par exemple vous dire, le collège ou l'université, quand vous arrivez, vous aurez forcément des questions par rapport à ça. Mais il y a un foisonnement d'informations sur Internet, sur YouTube, sur Google par rapport à ça. Mais c'est que, d'après ma petite expérience, d'être parti au collège, d'être parti à l'université ici, les deux sont essentiellement égaux académiquement. C'est-à-dire que leur offre de formation, en termes de qualité, est exactement la même chose. Il n'y a pas que l'université offre plus de bonnes formations que le collège. Non. La seule différence, c'est principalement que ces structures-là, l'un est le début de l'autre, que l'autre est la fin de l'autre. En fait, qu'elles sont complémentaires, ces institutions. Le college, c'est le premier cycle qui offre généralement le undergrad, qui offre généralement le associate degree et puis le bachelor, de temps en temps le bachelor degree. Maintenant, l'université offre les 2 formations, à la fois tu as le bachelor, le master et le doctorat. Ce qu'il faut connaître. Maintenant, les méthodes de financement peuvent aussi être les mêmes, parce qu'il y a le fédéral, le financial aid, qui peuvent être les mêmes. Donc, il faut maîtriser tous ces éléments. Nous ferons une vidéo là-dessus pour davantage vous détailler tout ça. Il faut maîtriser tous ces éléments. Donc, vous arrivez aux États-Unis, la langue, le système financier, le système sanitaire et le système de retraite. Le système sanitaire qui est collé au système de retraite. C'est très important. C'est très important de le maîtriser parce que nous rencontrons ici, je ne partagerai pas avec vous ici les expériences privées de certaines personnes que nous connaissons personnellement, mais il faut savoir que c'est des réalités, que des gens arrivent ici, se font buter, et puis se butent, ils couillent le mur, ils couillent le nez sur la porte, parce que ils deviennent fous du système, parce que le système offre, comme un peu les assurances, comme les finances au pays, on dit généralement que quand vous faites signer un contrat d'assurance, il y a beaucoup d'écriture derrière, on n'a pas le temps de lire tout ça. Mais prenez le temps de lire tout ce qu'on vous donne ici. Prenez le temps de lire. Quand vous prenez une carte de crédit, on vous parle, on vous dit tout ce qu'on vous donne, les garde-fous, vos droits et vos obligations. Faites toujours un effort de maîtriser tout ça. Et puis, quand vous arrivez, je vous assure, la seule chose que je dirais, en plus de tout ça, que vous respectez, vous maîtrisez ce système et que vous suivez les procédures, la seule chose que j'ajouterais, c'est que sachez que vous arrivez aux États-Unis, c'est un pays qui a les lois, qui a les droits, les obligations. Quand vous arrivez, faites un effort de respecter les lois. Faites un effort de profiter de vos droits et faites un effort d'honorer à vos obligations. C'est tout. Si vous faites une bêtise ici, c'est capital. Vous faites un accident, vous tuez quelqu'un, c'est capital. Vous irez en prison, monsieur, madame. Vous faites un accident, vous êtes sous, vous avez un DWI, vous êtes en prison, et ça entre dans le système, vous serez fauché. Même la citizen, il y a certains emplois, l'assurance, par exemple, une police d'assurance, vous ne pouvez pas obtenir, ainsi de suite. Parce que vous êtes étiqueté dans le système, vous êtes
potentiellement dangereux, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez vous mettre vous en danger parce que vous êtes sous conduit, donc personne ne sera prêt à vous donner une couverture sanitaire. Et en fait, il ne pourra vous donner une assurance vie, par exemple. Parce que dans une autre vie, j'ai une licence pour pouvoir vendre le produit d'assurance vie. Assurance vie. Je peux en parler. Donc, quand vous arrivez, c'est beau, les environnements, le paysage et autres. Il faut vivre. Je ne vous dis pas tout ça pour faire peur, mais il faut maîtriser tout ça. Et comme ça, ça vous permettra de vivre aisément. Je connais exactement mes droits et mes devoirs. Alors, je vis avec confiance et assurance. Je n'ai peur de rien. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est un peu ça le but c'était un peu ça le but de cette vidéo. Vous attirez votre attention. Peut-être vous êtes déjà au courant de ça parce que c'est que vous vous intéressez beaucoup. Mais c'est bien d'avoir plusieurs avis, plusieurs opinions, plusieurs expériences. Et puis, à vous-même de voir à la base. Parce que quand vous allez arriver, c'est sûr que vous n'aurez pas l'écoute. C'est-à-dire que fidèlement, ce que nous disons là, ce que je vous explique là, non. Mais nous vous donnons des informations générales, les guides, on vous donne les guides sur la base desquels vous allez affronter, construire votre propre histoire quand vous allez mettre les pieds dans ce pays. Et ça vous aidera. Nous autres, qu'on n'a pas eu cette opportunité, très rarement, c'est récemment, peut-être 2 ou 3 ans que les gens ont commencé à parler sur YouTube de la Green Card et puis comment vivre aux États-Unis. Mais pas pour les Africains, pas pour les francophones. Donc, vous avez l'opportunité, profitez-en. Et merci de nous faire confiance. Souscrivez, partagez les vidéos, commentez et restez toujours connectés. Merci. Ciao.